Je passe. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin, en ce beau vendredi, hein? On voit dehors qu'il va faire beau, c'est frais un petit peu, mais si vous êtes dans la région de Montréal, clairement, le soleil est avec nous et ça va faire du bien. Bienvenue à notre cinquième ou sixième webinaire de la série COVID-19. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ben merci beaucoup. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la 2, 3, 4e, peut-être 5e, 6e fois, ben merci aussi. Alors, aujourd'hui, on va traiter de, évidemment, un sujet, le sujet de l'heure qui est le retour au travail, le fameux déconfinement et quelles mesures doit-on prendre, peut-on prendre dans nos organisations pour se préparer à cette nouvelle réalité-là dans laquelle nous allons vivre, qui va nous demander à tous et à toutes de mettre certains principes de distanciation sociale dans nos organisations. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être évidemment de vous présenter Valérie, parfait, merci. Donc, l'objectif aujourd'hui va être de vous présenter des recommandations, évidemment, auxquelles nous en sommes venus à la suite de l'analyse de différents documents, de différentes recommandations. Le but, comme d'habitude, c'est vraiment de susciter la réflexion, de vous permettre d'avoir des outils, des éléments pour rencontrer vos pairs et définir votre propre plan d'action. Je le répète, on en parle un peu à chaque fois qu'on fait ce type de webinaire-là depuis le début de la crise. Il n'y a personne qui a toutes les réponses parce qu'évidemment, c'est une situation qui est totalement unique. Alors, notre objectif, évidemment, est donner notre grain de sel, puis ensuite de ça, en espérant que vous allez être capable d'être plus performant à l'intérieur de vos organisations avec ce qu'on va partager avec vous. Alors, comme les dernières fois, je suis joint par deux de mes collègues, Valérie Dorval, qui est conseillère principale en leadership de projet chez nous. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Oui, ça va très bien. Et Julie, leader en transformation humaine et expérience employée. Je pense que c'est le 3 ou 4e qu'on fait ensemble. Julie, ça va bien ce matin? Yes, oui. Bon matin tout le monde. Parfait. Alors, donc, comme un petit peu à l'habitude, ce que je vais faire, moi, c'est que je fais l'intro, puis ensuite de ça, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais monitorer les questions, je vais y répondre en ligne quand je peux, et des fois, ben, je vais interrompre Valérie et ou Julie qui vont être en train de présenter pour soulever les questions que vous avez. Évidemment, comme je le dis, je le répète, là, c'est vraiment un sujet, je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. Si on n'a pas les réponses, on va les prendre en délibéré, on va essayer de vous revenir avec ça. C'est réellement un échange qu'on veut avoir. Un peu comme d'habitude, évidemment, un petit message de disclaimer sur le webinaire qu'on veut faire, c'est évidemment se concentrer sur les enjeux d'entreprise et le volet humain relié au contexte puis au contexte transformationnel de la COVID-19. Un élément important, on n'est pas des experts en santé sanitaire, je trouvais important de le mentionner. Nos recommandations sont vraiment basées sur notre expertise en transformation, autant humaine que technologique, et sur les analyses des recommandations qu'on a fait de Santé Canada et d'autres sources. Donc, l'équipe a passé les 2 dernières semaines à regarder ce qui se fait, ce qui est suggéré au Canada, ce qui est suggéré ailleurs, pour en tirer des constats et faire des recommandations par rapport à ça. Et puis, évidemment, la dimension médiatique du COVID-19 ne sera pas abordée au cours du webinaire. Alors, évidemment, là, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, on va revenir au niveau de se situer où est-ce qu'on en est dans la crise et vous présenter les constats qu'on a faits suite à l'analyse des différentes recommandations. Puis ensuite de ça, on va vous présenter nos recommandations qu'on a orientées sur 3 différentes dimensions, le volet humain, le volet processus et procédures et le volet technologique. Ce qu'on veut à travers ça, en fait, c'est quand on prépare un plan d'intervention, quand on prépare un plan de transformation, on va toujours vouloir aller orienter nos actions en fonction de ces 3 axes-là, l'axe humain, l'axe processus et l'axe technologique. Donc, maintenant qu'on commence à retourner, il y a une reprise des activités économiques, donc on va recommencer à
à retravailler dans un mode, dans un nouveau normal, soit, mais on va se rapprocher de la normalité. Essayons de se remettre dans les bonnes pratiques de planification du travail, de planification de, finalement, cette transformation-là maintenant qui va être obligatoire et à travers laquelle l'ensemble de nos organisations va passer. Puis finalement, comme à l'habitude, on va parler de l'angle mort du déconfinement. Alors, si on se resitue, avant que je passe la parole à Valérie, quand on regarde au niveau de la crise, où est-ce qu'on en est? On a positionné au tout début qu'il y a une phase de réaction, une phase de maîtrise et une phase de reprise dans une crise. Évidemment, et à mon sens, il ne faut pas nécessairement mélanger la reprise des activités économiques et la reprise économique. En ce moment, on est dans la phase de maîtrise. Donc, les entreprises, maintenant, on a une bonne idée de l'environnement dans lequel on opère. On sait que c'est mouvant. On sait qu'il va y avoir beaucoup de changements à travers lesquels on va devoir vivre tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de virus, excusez-moi, de vaccin qui va être disponible. Donc, cette phase-là, cet entre-deux-là, qui va durer quelques semaines, quelques mois, à travers lesquels il faut se transformer, à travers lesquels il faut s'adapter et qui va nous donner des bases, en fait, pour se transformer d'une manière plus pérenne par la suite, puis opérer dans ce nouveau normal-là qui va arriver une fois que la reprise va être bien implantée. Donc, gardons ça en tête. C'est dans cet environnement-là, c'est à ce moment-ci qu'on se situe par rapport à la gestion de la crise. Et c'est évidemment le bon moment de commencer à se poser des questions sur notre modèle d'affaires, sur qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme pour s'adapter. Et donc, c'est aussi un élément, là, vous allez voir quand on va présenter, on va emmener un volet court terme, qu'est-ce qui doit être fait très, très rapidement, puis qu'est-ce qui doit être fait à plus moyen long terme. Donc, à quoi est-ce que vous devez déjà commencer à penser pour le futur? Alors, sur ce, je passe la parole à Valérie. Et encore une fois, moi, je reste dans le background et je monitore les questions. Alors, à toi, Valérie. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors, en fait, on va commencer par les constats suite aux analyses qui ont été faites de plusieurs sources d'informations, dont Santé Canada, McKinsey, Accenture, pour ne nommer que celle-là. Il y en a même plusieurs autres, même internationales. J'ai réussi à faire 3 constats. Là. Donc, on peut trouver qu'il y a, comme premier constat, un risque de contagion et d'impact sur la santé des gens. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que tant qu'il n'y aura pas immunité chez la population, tant qu'on n'aura pas des dispositions, des traitements atténuateurs ou un vaccin, on va devoir rester en distanciation sociale. Donc, reprendre les activités économiques en prenant des mesures pour préserver la santé. Donc, ça, c'est le constat numéro 1. Constat numéro 2, en fait, la pandémie a mis en relief notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, il y a eu plusieurs bris, des perturbations au niveau de la chaîne de valeur, manque de matières premières, etc., des plans de contingence, continuité pas nécessairement toujours mis à jour. Bon, alors ça a mis en lumière plusieurs choses, donc c'est sûr qu'il faut agir à tout ça. Donc, on voit beaucoup, suite à tout ça, un engouement à favoriser la relance économique locale pour être beaucoup plus autonome et moins dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales, comme on le disait. Qui est important aussi de... Ce qu'on remarque et qui est très relié aussi, c'est qu'il est important de continuer à réorganiser les activités, nos processus, poursuivre l'innovation technologique ainsi que la transformation, puis maintenir nos gains de productivité. Donc, il y a beaucoup d'efforts encore à mettre là-dessus, justement, pour pouvoir répondre à cette perturbation-là qu'on a connue. Constat numéro 3, ce qu'on voit aussi, c'est que la responsabilité sociale prend une grande importance, tant au niveau des organisations qu'individuelles, puis elle va vraiment être scrutée puis analysée à la loupe. Alors, on dit que les organisations qui vont encourager vont être des modèles. Par contre, celles qui ne vont pas l'encourager vont plutôt être sanctionnées. Alors, on n'aura pas vraiment de recommandations pour ce constat-là. Par contre, ce qui est important, c'est une prise de conscience. En fait, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est la prise de conscience. Les fameux intérêts collectifs qui passent devant les intérêts individuels, dans le sens que ce qu'on veut dire, c'est que c'est un changement de mindset. Alors, toutes les actions qu'on prend en ce moment qui ont un impact sur la santé des autres, eh bien, c'est très important. Donc, ça change un peu notre façon de penser par rapport à avant. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la nouvelle réalité. Donc, voilà. Alors, ça, c'est les 3 constats. Et sur ces 3 constats-là, on va amener des recommandations. En fait, sur les 2 premiers constats plutôt,
Le constat numéro 3, ça va être plus l'axe B Corp qu'on va et je passerai la parole à Olivier à ce moment-là. Alors, nos recommandations, comme le disait précédemment Olivier, vont être sur 3 dimensions, la dimension humaine, processus, procédure et technologie. Alors, je vais débuter. Alors, on va débuter avec Julie, qui va couvrir le volet humain. Donc, je te cède la parole, Julie. Oui, merci Valérie. Donc, en lien au premier constat, le constat qui est qu'on va avoir encore un risque de contagion, hein, puis que l'impact sur la santé des gens, on le connaît pas encore, mais tant qu'il n'y a pas le vaccin, tant qu'on n'est pas immunisé, bien, il y a toujours un risque qu'il y ait des pics, puis qu'on ait des gens qui soient essentiellement malades. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire du côté humain quand ça va être le temps de reprendre les activités? Il y a 4 éléments. Et ces 4 éléments-là, je vais prendre le temps de les détailler en vous donnant des exemples précis de ce que vous pouvez mettre en place dans vos organisations. Donc, on veut mettre en place des mesures pour gérer les craintes et l'anxiété liées au retour au travail. On veut être à l'affût des signes de détérioration de la santé mentale, le stress, l'anxiété, la dépression. On veut renforcer la motivation, les sentiments d'appartenance des membres de l'équipe et on veut gérer les pertes d'efficacité et de productivité. Donc, Valérie, tu peux passer à la diapo suivante. On va passer, en fait, au premier point, qui est de mettre en place des mesures pour gérer les craintes et l'anxiété liées au retour au travail. Et là, on vous a mis 3 photos qui peuvent paraître drôles, mais en fait, qui illustrent bien le contexte actuel. C'est que depuis que l'homme existe, on a une capacité à détecter rapidement une menace. Ça, c'est la première photo, l'ours. Et cet avantage-là évolutif, ben, il reste avec nous aujourd'hui. Mais ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, dans notre retour au travail, ça ne sera plus l'ours la menace. La menace, ça va être, par exemple, de devoir aller dans une salle de réunion où on a une dizaine de personnes et puis qu'on est dans un espace restreint où il n'y a peut-être pas une ventilation qui est super. Ça va nous causer un stress. Un autre type de stress, ça va être aussi de devoir peut-être prendre les transports en commun, où on va, encore une fois, peut-être sentir une proximité des gens autour de nous. Donc, le cerveau est excellent pour apprendre ce qui est une menace, mais la problématique, c'est qu'il est très lent à l'oublier. Et ça fait en sorte qu'on vit un stress et on vit une certaine anxiété. Un stress, là, essentiellement, c'est un manque de contrôle, c'est un manque de prévisibilité. Et puis ça, ben, en tant qu'organisation, on va devoir vivre avec ça encore pendant plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mitiger ce risque-là? Bien, d'abord, c'est de permettre aux gens qui sont le plus à risque de demeurer en télétravail. Et Valérie, un petit peu plus tard, va vous parler aussi de politique de télétravail qu'il va falloir peut-être revoir dans vos organisations pour pouvoir justement s'ajuster à cette réalité-là. Il va falloir encourager une réintégration progressive, au même titre qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on veut faire avec nos écoles, nos garderies, ben, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à comment on veut réintégrer nos gens sur place. Donc, on veut peut-être justement réfléchir à des mesures, puis là, c'est ce que vous voyez dans l'encadré en pointillé, où vous allez, par exemple, demander à vos gens de venir une journée par semaine au bureau. Ou peut-être que vous allez faire des rotations de vos équipes de travail pour vous assurer que vous n'avez pas la pleine capacité de vos équipes présentes sur place. Donc, ça va être de déterminer des calendriers pour que ça puisse se faire de façon graduelle et pour que les gens puissent s'acclimater à travers tout ça aussi. Parce que pour eux, ça va être des agents stresseurs de venir au travail. Donc, pour qu'eux aussi s'habituent dans cet environnement-là. Je pense que ce qui est super important, c'est de donner la possibilité aux gens de parler de leur niveau de confort et d'eux-mêmes de réfléchir à des mesures d'accommodement ou à des mesures qui les rendraient confortables. En discutant avec vos équipes, je suis certaine que vous allez être capable de trouver des solutions qui vont être dans le fond, très personnalisées à vos équipes. Il n'y a pas de one size fits all qui peut s'appliquer.
Et ensuite de ça, c'est de vraiment pouvoir communiquer les ajustements qui ont été mis en place à l'ensemble de l'organisation. En fait, il faut être capable de rassurer nos gens, les rassurer qu'on est en train de mettre en place des mesures qui, évidemment, ne vont pas au détriment de leur santé. Donc, c'est vraiment d'avoir une philosophie de transparence avec eux par rapport au fait qu'on le sait qu'il y a un stress et une anxiété reliés au travail, au retour au travail. Valérie, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Deuxième élément, c'est en fait de s'assurer qu'on est à l'affût des détériorations au niveau de la santé mentale, de regarder les signes. Et ça, là, pour moi, là, c'est vraiment le prochain cheval de bataille, en tout cas que moi qui me préoccupe personnellement chez Talsom pour les membres de l'équipe. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce volet-là. On est à 6 semaines de confinement et je peux vous dire là, que dans les 2 dernières semaines, c'est là que la réalité a comme frappé. Que c'était quand même difficile d'être en confinement. Vous avez peut-être remarqué des signes déjà des membres de vos équipes. Tu sais, on parle ici de stress, anxiété, dépression. C'est des mots qui sont quand même lourds de sens, mais sans être nécessairement ces symptômes-là, vous avez peut-être des gens dans vos équipes qui sont fatigués, qui sont irritables. Et ça, c'est important de les détecter parce que quand ça va être le temps de la reprise, il est fort probable qu'il y ait certains champs d'activité dans vos organisations là, qui reprennent là, à plein régime. Et là, vous allez avoir peut-être des ressources qui sont déjà fatiguées et pas nécessairement prêtes à avoir la pédale dans le tapis, comme on dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, quand les gens vivent un creux, là, quand les gens vivent un stress intense, le réflexe, c'est de s'isoler. Donc, nous, dans l'organisation, ce qu'on essaie de mettre en place en ce moment, c'est de réfléchir à des mécanismes pour aller créer un lien avec nos gens. S'assurer qu'on a encore un pouls de ce qui se passe et un pouls aussi de comment ça se passe, comment ça va chez vous, comment ça va toi, comment ça va avec tes proches, de créer ce lien-là puis de voir s'il n'y a pas des signes. Évidemment, c'est pas de s'improviser psychologue, hein, ça, c'est jamais une bonne chose, mais c'est d'être capable, une fois qu'on a détecté des signes, de les référer au bon endroit dans vos organisations. Si vous avez des gens au niveau des ressources humaines, au niveau développement organisationnel, si vous avez un programme d'aide aux employés, c'est important de rediriger nos gens vers ces types de programmes-là. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement aussi, et c'est ce qu'il y a dans la colonne de droite, c'est peut-être en tant que gestionnaire de débuter certaines de vos rencontres en faisant un tour de table, puis de poser la question, c'est quoi votre niveau de bien-être en ce moment? Comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 10? Et là, ensuite, de faire des suivis, évidemment, si vous avez des scores qui sont plus bas. Dans un contexte comme le nôtre, c'est important de faire de la rétroaction positive, évidemment, plus souvent. C'est important, encore une fois, pour renforcer la motivation et le sentiment d'appartenance, de justement prendre le temps de dire que c'est pas facile la situation qu'on vit, fait qu'on apprécie encore plus que tel rapport a été produit à temps parce que justement, on le sait que d'habitude, ça nécessite beaucoup de collaboration, puis là, le faire de façon virtuelle, c'est plus difficile. Mais quand on va réintégrer le travail, comme on le disait, on va le faire de façon progressive. Hein? Donc là, on va avoir des gens qui vont être au bureau, des gens qui vont continuer d'être en télétravail. On va être encore dans un mode de travail auquel on n'est pas habitué. On va être encore en changement. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un mot en ce moment qui résonne beaucoup dans les organisations, c'est le mot résilience. Et c'est quelque chose que, en fait, on devrait vraiment essayer de mettre de l'avant en ce moment parce que dans les prochains mois, là, ça ne sera pas encore facile. C'est aussi de créer des rencontres avec vos équipes où c'est possible d'échanger sur des éléments qui sont autres que le travail. Encore une fois, pour renforcer la motivation et le sentiment d'appartenance. Donc ça, on vous l'avait présenté dans des webinaires précédents, que c'était une bonne pratique en mode virtuel. Quand ça va être le temps de faire la reprise avec des gens en présentiel et en télétravail, c'est important de continuer à organiser ce type de rencontres-là. Et finalement, peut-être que c'est aussi de s'aider en repensant
Est-ce qu'il y a eu des gros enjeux qu'on a vécus dans l'équipe dans les derniers mois, dans la dernière année, dans les dernières années, et essayer de s'appuyer sur des techniques qui avaient bien fonctionné dans le passé. En ce moment, ce qui est très difficile pour les employés, comme je vous le mentionnais, c'est qu'on a perdu nos repères. On a perdu nos repères tant au niveau professionnel que même au niveau personnel. Et ça, en tout cas dans mon travail, dans le domaine de la transformation humaine ou de la gestion du changement, ça devient très difficile à gérer et c'est aussi une source anxiogène. Donc, de pouvoir s'appuyer puis dire, hey, la dernière fois, là, quand on avait eu, je sais pas moi, une mise à jour d'un système informatique qu'il fallait faire puis que ça avait été difficile parce qu'il avait fallu qu'on fouille dans nos données puis qu'on fasse du ménage. Hey, on se rappelle, on avait fait telle chose, puis ça avait bien fonctionné. Pourquoi on n'essaierait pas de le réappliquer aujourd'hui? Donc, c'est de s'appuyer sur des exemples passés, concrets, qui avaient été, somme toute, bien réussis, bien maîtrisés, pour essayer de répliquer ce sentiment-là et puis de donner quelques repères, finalement, à nos gens. Donc, ça faisait le tour pour moi par rapport à ces volets-là humains. Je vais céder la parole à ma collègue Valérie pour la suite. Bonjour. Alors, on va couvrir pour le constat numéro 1 toujours, le volet maintenant qui est processus. Alors, toujours en lien avec le fait que les gens doivent continuer à avoir la distanciation sociale et puis qu'on doit continuer il faut retourner au travail avec des nouvelles mesures pour préserver la santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de processus, procédures qu'il faut revoir? Alors, premièrement, c'est revoir l'aménagement des lieux de travail. On sait qu'on a besoin d'avoir 2 mètres de distance entre chacun, donc ça nous demande de tout repenser. Revoir les politiques RH, on en parlait un petit peu plus tôt. Et puis, revoir les plans de contingence et de continuité des affaires. Alors, voilà. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail du côté de revoir l'aménagement des lieux de travail. Alors ici, on a quelques exemples que j'ai réussi à ressortir qui ressortent beaucoup dans les différentes sources d'information. Distancer les bureaux et les postes de travail de 2 mètres de distance. On voit beaucoup, là, quand on va, mettons, à la SAQ, des choses comme ça, on voit beaucoup qu'il y a des plexiglas qui permettent de protéger les employés, qui permettent de garder la distance. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup là, donc, dans l'aménagement des locaux. Donc, vraiment, le 2 mètres de distance est hyper important. Dans les salles de rencontre, retirer quelques chaises, évidemment, pour respecter le 2 mètres de distance. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des rencontres avec moins de monde qu'avant. Installer des distributeurs et des désinfectants pour les mains, mouchoirs et poubelles à plusieurs endroits pour s'assurer que toutes les règles qu'on a mis en place, on puisse toujours les faire, c'est-à-dire se laver les mains, il faut le faire souvent quand on travaille avec plusieurs personnes pour réduire les risques d'avoir la maladie. Donc, c'est d'avoir ces distributeurs-là ou de l'eau pour se laver les mains facilement accessibles. Il pourrait y avoir, par contre, dans certains lieux de travail, des endroits où les accès, les points d'entrée, les sorties sont très restreintes et c'est difficile de respecter le 2 mètres de distance. C'est le cas, entre autres, des ascenseurs. Ça peut être le cas dans les espaces cafétéria où il n'y a pas beaucoup d'espace, puis là, il y a une micro-ondes, etc. Et évidemment, les transports publics, puis il y a plusieurs autres exemples. Dans ce cas-là, ça serait de prévoir des masques et des visières, toujours pour réduire les risques de propagation pour la santé. Alors voilà. L'autre chose aussi, c'est que toutes les surfaces de travail, évidemment, le virus peut durer quelques heures, on parle même quelques jours par moment dans la littérature. Donc, c'est important de nettoyer les surfaces de travail, tout ce qui a été en contact avec les gens, que ce soit les ordinateurs, les écrans, les chaises, les tables, tout ce que tout le monde pourrait être appelé à toucher va devoir être nettoyé fréquemment. Aussi, il faut prévoir une salle d'isolement. Alors, avec le retour au travail, il est possible que quelqu'un, au courant de la journée, développe des symptômes, que ce soit de la température, que ce soit des symptômes de la grippe. Et puis, dans ce cas-là, on ne veut pas prendre de chance. Donc, c'est de prévoir des salles d'isolement pour éviter qu'il y ait contagion auprès des autres employés. Aussi, c'est d'utiliser des outils pour ouvrir, par exemple, des portes sans qu'il y ait contact. Alors, on va vous montrer quelques exemples dans la slide qui suit.
Si c'est sûr qu'on veut éviter les rencontres en personne, du moins pour les premières semaines après le retour, c'est à ce qu'on a un peu plus d'indications du gouvernement, mais admettons que c'est pas possible de faire autrement. Ce qu'il faut faire comme mesure, c'est vraiment de communiquer d'avance les risques de rassemblement aux participants. Fait que le volet communication est hyper important pour s'assurer que tout le monde connaît les risques et puis que suite à cette communication de risques-là, ils prennent les décisions qui s'imposent. Alors, ce qu'on suggère, si vraiment les rassemblements sont nécessaires, c'est de restreindre le nombre de personnes, puis pas autoriser ceux qui présentent des symptômes. Puis, ça va être important aussi d'avoir le contact de tous les participants. Parce que si jamais un participant avait à développer la maladie, ça va être important. Vous savez, on doit retracer qui a rencontré qui et tout pour faire toute la boucle. Alors, ça va être important de pouvoir avertir les autorités sanitaires qu'il y a un participant qui a été atteint et d'avertir aussi les participants en tant que tels qu'il y avait quelqu'un avec qui a développé des symptômes. Alors, voilà. Donc, je vais passer à la prochaine slide dans laquelle vous voyez quelques exemples d'outils pour ouvrir les portes sans toucher les poignées. Alors, c'est l'image de gauche. C'est vraiment concret, là. C'est une compagnie qui a fait ça dernièrement. Et puis, vous voyez aussi un petit peu plus à long terme comment qu'on pourrait... Si je peux préciser, Valérie, dans le fond, oui. C'est comme un genre d'étrier qu'on installe dans le bas des portes pour être capable de... évidemment, quand on veut tirer une porte, d'être capable de le faire avec notre pied. Donc, un petit truc là, physique, en fait, qui peut être installé sur les portes. Oui. Merci beaucoup. Et puis, à plus long terme, on peut imaginer, c'est un article dans la presse dernièrement, comment les avions pourraient être configurés justement pour respecter la distanciation. Là. Donc, c'est vraiment chouette cette photo. Alors, voici quelques idées là, qui nous montrent un peu qu'est-ce qu'on peut faire de concret. Donc, je vais passer à la prochaine. Maintenant, en termes de politique RH. Alors, ce qui est très important, il y a plusieurs politiques qu'il va falloir revoir. Ça va être bien important de prévoir un moment en fait pour revoir la politique de télétravail. Avant le confinement, probablement que le télétravail n'était pas quelque chose qui était accepté dans les entreprises, qui était nécessairement autorisé. Ou si ce l'était, c'était maximum une journée par 2 semaines ou bon, il y avait des règles. Maintenant, avec le confinement, on travaille en télétravail tout le temps. Alors là, c'est sûr que c'est devenu comme une façon de faire maintenant. Et puis, ça va être difficile de retourner en arrière. Donc, ça va demander de revoir cette politique-là. Et puis, de toute façon, on a quand même un risque de la santé pour la santé. Donc, le télétravail va quand même être quelque chose à promouvoir. Alors, ça va être important de mettre ça clair en termes de politique de télétravail. L'autre aspect aussi, c'est les employés s'attendront à ce que leur santé soit un enjeu prioritaire. Alors, il faut être à l'affût des règles de santé et sécurité qui vont être proposées par la CNESST et puis qui vont être annoncées dans les prochains mois. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. On a vraiment une population vulnérable, ceux qui ont des défis de santé, bon, ceux qui sont un peu plus âgés. Alors, il faut avoir des accommodements pour eux qui vont devoir être mis en place dans ce cas-là. Puis, soyez un employeur qui est responsable en promouvant des politiques de journée de maladie qui reflètent la nouvelle réalité. Ce qu'on voit beaucoup, ce qu'on a vu beaucoup, c'est que souvent, il y avait on remboursait les congés de maladie s'ils n'étaient pas pris, des choses comme ça. Donc, c'est des trucs qu'on va devoir réviser pour qu'on puisse s'adapter à la nouvelle situation. Donc, les employés d'enregistrer les symptômes, en fait aussi, ils pouvaient se présenter avant au bureau. En ce moment, ça va être difficile d'accepter ça puisque ça a un risque de propagation de la maladie. Donc, c'est des politiques qui vont devoir être ajustées. Donc, c'est vraiment d'encourager, dans le cas de développement de symptômes de la grippe, de rester à la maison et de montrer qu'on peut. Ça va être important aussi que quelques personnes dans la direction puissent montrer l'exemple. Alors, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà pour ce qui est des politiques RH. Maintenant, pour ce qui est des plans de contingence et de continuité. Bon, on a vu qu'il y a eu quelques perturbations au niveau des chaînes de valeur.
Ça demande de revoir nos plans de contingence et continuité des affaires. Il y en avait par bout, ça demande peut-être de les mettre à jour. Donc, c'est vraiment ce qui est vraiment encouragé pour éviter toute perturbation future, parce qu'il y a quand même un risque qu'on retourne en reconfinement si jamais, mettons, qu'il y avait beaucoup de cas de COVID-19 dans votre entreprise, ou si la région devient très infectée, ça se pourrait qu'on ait à retourner dans un reconfinement. Donc, pour éviter tout ça, c'est sûr que le travail à distance est encouragé et pour réduire tous ces risques de ralentissement sur les opérations. Mais c'est important quand même de mettre les plans de contingence à jour et continuité des affaires, justement pour gérer tous ces risques-là. On a pu voir au travers des dernières semaines, il était où les irritants au travers de cette chaîne de production-là, pas de production, mais de valeur-là. Donc, mettez à jour vos plans de contingence et plans de continuité. Alors, dans le fond, c'est ces deux aspects. C'est que si les employés ne peuvent plus revenir sur les lieux du travail, qu'est-ce qu'on fait? Si beaucoup d'employés sont malades et de s'absenter du travail, bien, c'est l'autre risque aussi qu'il faut couvrir. C'est super important de bien communiquer le plan aux employés et les autres parties prenantes concernées. Il pourrait y avoir effectivement des clients, même des fournisseurs impliqués dans tout ça. Donc, c'est important que la communication soit bien faite et que ça soit bien compris. Alors voilà, pour le volet plan de contingence, mesures court terme. En termes de technologie maintenant, la technologie peut venir nous aider à protéger davantage la santé de nos employés. Alors, en termes de trucs et astuces, en fait, ce qu'on peut suggérer, vous avez vu les outils virtuels, c'est très, très, très intéressant, très pratique, mais on pourrait en déployer plus pour faciliter la collaboration et le déroulement d'ateliers. On a fait un webinaire, en fait, sur les outils pour faire des ateliers de travail, dont Miro. Et ça, c'est vraiment des outils fantastiques qui permettent vraiment de pouvoir faire des ateliers de travail de façon efficace. Alors, c'est interactif, tout le monde peut contribuer, c'est vraiment fabuleux. Puis aussi, ben là, c'est sûr qu'on connaît Teams, mais Zoom a quand même une possibilité d'avoir plusieurs personnes en téléconférence en même temps. Ça amène une dimension supplémentaire qui facilite la collaboration. Puis, il y en a plein d'autres outils, j'en ai nommé quelques-uns, mais probablement pour aller chercher de l'efficacité dans notre travail, de déployer plus d'outils, c'est quand même quelque chose à recommander. Il y a aussi de renforcer la disponibilité et la performance de nos systèmes. Avec le fait de travailler à distance, ça amène plusieurs enjeux au niveau de la sécurité informatique. Donc, ça demande, ça a probablement déjà été débuté, mais c'est sûr qu'il faut s'assurer que ça continue. Il y a beaucoup de cyberattaques en ces moments qui peuvent atteindre autant les entreprises que les individus. Donc, il y a beaucoup de renforcement à faire sur cet aspect-là, mais aussi sur l'infrastructure, la disponibilité, la performance des systèmes, le fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça demande de vraiment renforcer cet aspect-là. Il y a aussi des idées comme installer de la domotique pour pouvoir ouvrir et fermer les lumières automatiquement, la musique qui pourrait être utilisée. Dans le fond, tout ce qui est qui évite d'avoir un contact, c'est vraiment à promouvoir, justement parce qu'on se disait que tout ce qui... il faut nettoyer souvent les lieux du travail, donc plus il y a des gens qui vont toucher, plus c'est des risques supplémentaires de propagation du virus. Donc, la technologie peut vraiment aider à justement limiter là où il pourrait y avoir des contacts. Donc, autre idée aussi, c'est utiliser les applications mobiles pour gérer le système d'alarme ou bien l'ouverture des portes. Et on a un exemple à la page suivante. Et aussi, bon, ça, on le voit souvent, mais si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être le temps d'y penser. C'est des chasses d'eau et écoulement des robinets sans contact. Là. Je suis dans le cas actuel, surtout qu'on se lave les mains souvent. De ne pas avoir à toucher les robinets, ça serait quand même une très bonne idée. En termes, je vais passer à la prochaine slide. En fait, c'est une application qu'on retrouve sur le mobile qui s'appelle Offi, puis qui permet de déverrouiller les portes. Donc, en fait, chez Telsom, on a ça et c'est vraiment chouette. Donc, c'est un outil puis parmi tant d'autres qui est sans contact et puis qui peut faciliter les choses. Je vais passer. Donc, là, je vais passer la parole à Julie pour le constat numéro 2. Merci Valérie. Constat numéro 2, en fait, c'était que la pandémie va mettre en relief qu'on a vraiment une dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales et que ça va faire en sorte qu'on va peut-être profiter de cette occasion-là pour faire des changements
qui touchent à notre chaîne de valeur. Et ça, d'un côté humain, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il va falloir supporter notre organisation à travers ce changement-là et qu'il va y avoir essentiellement là, des besoins pour pouvoir accompagner nos gens dans ces changements-là. Donc, essentiellement, si on peut passer à la diapo suivante, Valérie. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire de supporter nos gens dans ce changement-là? Bien, c'est comme n'importe quel changement, en fait. Il faut s'assurer qu'on va avoir l'adhésion et l'adoption de nos gens. Et pour faire ça, bien, il faut idéalement les impliquer. C'est sûr que si vous êtes dans une position comme dirigeant ou comme gestionnaire à haut niveau dans une organisation, ça sera votre rôle de regarder à établir la vision ou qu'est-ce qu'on veut faire de différent pour s'assurer de minimiser l'impact si jamais il y a d'autres soubresauts de cette crise-là. Mais une fois que votre vision est établie, il y a vraiment là une belle opportunité de générer une belle mobilisation à travers vos équipes en impliquant vos employés dans ce changement-là. Donc, c'est de les faire participer essentiellement à comment on va atteindre cette vision-là. Donc, vous avez établi le quoi, bien, le comment, bien, eux, là, ils ont certainement des belles pistes de solutions. Donc, ça vaut la peine, en fait, de profiter de ce moment-là pour faire peut-être un petit reset, puis organiser des ateliers où les gens vont contribuer à développer les solutions et comment on va y arriver. Donc, ça, c'est super important. Et c'est évidemment de communiquer ces changements-là, d'avoir un plan de communication solide sur comment ça va m'affecter, quand est-ce que ça va m'affecter ces changements-là, et vraiment de rentrer dans un certain niveau de détail. Donc, au début, on est plutôt au niveau stratégique, on a les grandes lignes, mais plus on va vouloir implanter ces changements-là, plus il va falloir être précis dans les types d'informations et de communication qu'on va vouloir fournir à nos employés. Et les gens, là, veux pas, là, une des phrases qu'on utilise toujours en gestion de changement ou quand on fait une transformation, c'est le fameux « What's in it for me ». Donc, au début, on comprend le « What's in it » pour l'organisation. Puis après ça, rapidement, on se tourne vers nous, mais comment ça va nous impacter concrètement? Et c'est là qu'il va falloir être super précis dans les messages et même faire des liens par rapport à nos procédures, à nos processus que Valérie va couvrir dans les prochaines slides, mais d'être précis sur ce que ça veut dire pour ces changements-là. Et finalement, de s'assurer que quand on fait les changements, on offre à nos employés tous les outils pour pouvoir les mettre en œuvre. Puis ça veut dire de commencer à faire peut-être déjà certaines formations. Si vous le savez qu'il y a tel élément qui va changer dans votre chaîne de valeur, qui va nécessiter des impacts, qui va avoir, des impacts sur des processus, des procédures, des technologies, bien peut-être que vous pouvez déjà prendre de l'avance puis organiser des formations. Donc, les organiser dans ce cas-ci en virtuel, en ligne, mais évidemment, tout ça pour vous assurer d'être le plus proactif possible quand ça redémarre, d'être le plus efficace. Bon. Donc, pour la partie des processus, pour recouvrir cet élément-là, toujours par rapport au constat numéro 2, qui est de favoriser la relance économique locale, mais aussi réorganiser les activités, poursuivre l'innovation technologique. D'un point de vue processus, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, entre autres, revoyer les processus opérationnels de la chaîne de valeur. Donc, on a peut-être des processus dans les dernières semaines, des activités du processus, qui auraient besoin d'être optimisées parce que vraiment, il y a eu des perturbations au niveau de l'ensemble du déroulement de la chaîne de valeur. Donc, c'est important de pouvoir voir s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer tout ça. Et il y a probablement de nouvelles opportunités aussi. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau modèle d'affaires à mettre en place? Alors, donc, concrètement, ce qu'on dit, c'est que vous pourriez réorganiser les activités pour optimiser vos processus actuels. Donc, est-ce qu'il y a des irritants qui ont vraiment causé un risque, pas un risque, mais qui ont causé des perturbations, puis qui y aurait vraiment lieu d'améliorer pour que ça soit beaucoup plus optimal? C'est sûr que ça serait intéressant, une suggestion, ça serait de privilégier les quick wins, donc ce qui peut se faire rapidement, puis on peut se faire aussi là, une feuille de route pour ce qui pourrait être fait sur du plus long terme.
Alors, pour ça, pensez à réduire les dépendances sur un seul fournisseur. En fait, dans la littérature, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que, puis vous l'avez vu, là, il y a eu beaucoup de perturbations au niveau de l'approvisionnement en matières premières parce qu'on avait des matières premières qui venaient de l'Asie, puis bon, eux autres qui étaient en confinement, ils avaient arrêté leur production. Alors, de dépendre d'un seul fournisseur ou même d'une région pour s'approvisionner, c'est quand même risqué avec ce qu'on a connu. Alors, c'est de revoir nos contrats avec les fournisseurs. Essayez de réduire ce risque-là de dépendance en ayant plusieurs fournisseurs dans plusieurs régions différentes. Et ça va demander des partenariats avec les différents prestataires au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur, justement pour voir comment tout ça pourrait se faire de façon optimale. Puis comment eux autres, ils ont un plan justement si jamais cette crise-là reprenait, pour que vos activités soient toujours le plus optimales possible. Ce qu'on peut faire aussi, c'est identifier les processus à automatiser. Donc, évidemment, il y a de la technologie, puis ça va être le volet que je vais couvrir à la suite, mais il y a faudrait les identifier. Donc, tous ceux qu'on pourrait gagner, là, parce que c'est soit des tâches répétitives, des choses comme ça, qu'on pourrait gagner là, à automatiser pour aller chercher de la performance. Ou même d'automatiser pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe, pour avoir de la donnée sur ce qui se passe sur la chaîne de valeur d'approvisionnement, ne serait-ce que pour prendre les bonnes décisions rapidement pour répondre aux différents contextes d'affaires, aux besoins d'affaires. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est évaluer s'il y a des opportunités d'affaires à saisir rapidement. Donc, pour ça, ce qu'on suggère, c'est analyser votre écosystème de l'industrie. Pensez à promouvoir l'économie locale. Donc, identifier les nouvelles tendances et futures, catégoriser selon le degré de certitude et d'impact, puis définir des scénarios possibles. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on suggère. Puis, vous allez voir, on a un petit modèle là, pour faire la réflexion qu'on va vous présenter sur la prochaine slide, en termes d'exemple. Puis, revoyez les processus en place pour les adapter au nouveau modèle d'affaires. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez un peu comment... c'est un outil pour vous. On l'avait déjà mis dans le premier webinaire qu'on a fait, mais c'est bien parce que ça représente fidèlement tout l'ensemble de la chaîne de valeur et c'est où qu'il faut s'interroger pour être sûr de couvrir tous les aspects, pour être à mesure de la revoir. Donc, vous avez l'aspect des canaux, les interactions avec les clients, vous avez l'ensemble des intervenants de la chaîne, vous avez les interfaces clients et toutes les activités de support. Donc, ce qu'on appelle les opérations, qu'ils soient de nature financière, administrative, capital humain ou même opérationnel comme la logistique et tout l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un bel outil qui peut servir pour faire cette analyse-là. Pour les technologies maintenant. Donc, ce qu'on dit, c'est que on parlait de processus à reviser, on parlait de revoir notre modèle d'affaires. Maintenant, quelle technologie qu'on pourrait mettre ou quelle solution qu'on pourrait mettre en place technologique qui permettrait d'appuyer ces processus-là, du moins de les optimiser ou qui pourrait appuyer un nouveau modèle d'affaires? Donc, ce qu'on dit, c'est que ça serait intéressant d'accélérer les investissements technologiques justement pour automatiser ces opérations-là. Donc, en termes d'exemples qu'on peut donner, c'est le Robotic Process Automation, qui est le RPA, puis on a un exemple à la suite. C'est vraiment des technologies qui font référence à l'intelligence artificielle ou le machine learning, qui est utilisé pour automatiser des tâches répétitives, puis qui exige beaucoup de temps des employés. Alors, c'est quelque chose qui va sûrement être très, très, très populaire parce que c'est très relié à notre contexte actuel. Alors, pour réduire les risques d'affaires, pour éviter les perturbations sur la chaîne de valeur, de pouvoir avoir recours à ces technologies-là qui permettent d'automatiser va réduire énormément le risque. Alors, ça ne serait pas surprenant de voir que à moyen puis à long terme, il y a une effervescence par rapport à tout ça. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres solutions aussi pour supporter le nouveau modèle d'affaires. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'élaborer une feuille de route de projet. Suite à cette nouvelle vision-là, cette compréhension-là du contexte actuel, faites une feuille de route.
Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il va y avoir des programmes qui vont être mis en place par nos gouvernements. Donc, ça serait important de s'informer à ce niveau-là pour pouvoir aider, ne serait-ce que pour le financement de ces programmes technologiques-là à mettre en place. Donc, voilà pour cet aspect-là. Et ici, vous avez un bel exemple là, de ce que c'est le Robotic Process Automation. Je l'ai expliqué un petit peu c'est quoi. Mais vous avez un petit peu plus d'informations ici. Donc, et là, ce qui est intéressant de voir, c'est c'est une étude de cas, c'est quelques exemples où on pourrait appliquer cette technologie-là. Donc, on pourrait la retrouver dans les changements de statut des employés. On pourrait le retrouver lors du traitement des factures, donc tout ce qui est paiement de factures fournisseurs, tout ce qui est la création de rapports. Ça serait aussi dans l'ouverture de compte, tout ce qui permet de prendre finalement, d'ouvrir un compte client dans un CRM, d'utiliser l'information pour être utilisé pour ça. Ça pourrait être utilisé pour la gestion des inventaires et aussi pour la paye. Donc, dans le fond, ce que le robot il fait, c'est qu'il peut se connecter à une application, il peut manipuler des données, il peut effectuer des calculs, il peut communiquer avec d'autres systèmes numériques. C'est vraiment des solutions technologiques extraordinaires. Donc, alors ça, c'est les champs dans lesquels, puis ce que je pourrais rajouter, c'est que vous voyez, l'argent circule moins en ce moment parce que les entreprises sont fermées et tout, c'est plus difficile, l'entrée d'argent se fait moins rapidement. Alors, de pouvoir automatiser l'aspect traitement de facture, ça pourrait être une bonne chose. Puis tout ce qui est la gestion de la paye aussi, ça pourrait être quelque chose à automatiser aussi. Bon, il y a plein d'autres idées, là, toute la gestion des inventaires aussi. Alors voilà pour cette étude de cas-là. Donc, en termes de constat numéro 3, c'est la responsabilité sociale. Je vais te léguer la parole, Olivier, pour cet aspect-là, parce que ça touche B Corp. Donc, oui. Donc, effectivement, comme tu le disais en début de session, le volet responsabilité sociale, c'est toujours un peu flou et pas toujours clair par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir une entreprise plus responsable. Et donc, ça peut être intéressant pour vos organisations de vous pencher sur la certification B Corp. La certification B Corp est une certification qui a été, si on veut, mise en place il y a quelques années par un organisme qui s'appelle le B-Lab et qui vise à certifier les entreprises qui répondent à des critères très, très stricts et très élevés en termes de performance sociale, environnementale, transparence publique et de responsabilité juridique. Donc, il y a ces axes-là qui sont identifiés. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est qu'au-delà de la certification, ça vous donne, en fait, une feuille de route sur quelles mesures mettre en place dans votre organisation pour être socialement responsable. Donc, c'est vraiment un outil ça devient un outil qui est très, 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 très puissant et qui va aussi vous avantager, en toute honnêteté, au niveau de votre marque employeur et aussi, si on le pense, là, dans le nouveau monde, le nouveau normal, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à valoriser la certification B Corp quand ils vont chercher des fournisseurs. Donc, ça peut être un avantage concurrentiel. En fait, ça va devenir un avantage concurrentiel dans les prochaines années d'être certifié B Corp. C'est un processus qui est quand même assez long. Donc, vous pouvez commencer à y penser. Fait que quand on se situe là, dans le court terme versus moyen-long terme, c'est plus du moyen-long terme. On peut penser à environ 6 à 9 mois pour être capable d'avoir la certification. Par contre, à travers la certification, vous allez répondre à certaines questions et ça va vous emmener à, d'entrée de jeu, modifier, ajuster des politiques et des procédures que vous avez en place. Donc, ça devient, comme je le disais tantôt, réellement un outil très puissant de feuille de route de transformation de vos organisations. Alors, regardez de ce côté-là, ça devient très, très intéressant pour cet élément-là et ça va emmener beaucoup de concret par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être socialement responsable. Au niveau pour terminer, au niveau de l'angle mort du déconfinement,
en fait, ce qu'on dit, c'est assurez-vous que ce qui est fait ne contrevient pas aux normes du travail. Puis, on en parlait un petit peu plus tôt pour le volet humain. Ne sous-estimons pas l'impact psychologique de la crise chez les employés. Ça va être quelque chose à regarder, surtout si le retour se fait progressivement. Donc, je vous dirais que ça serait vraiment les angles morts sur lesquels il faut accorder d'attention en ce moment là, par rapport à tout ça. Là. Donc, ça complète en fait la session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a eu des questions, Olivier, pour la présentation? Il y a eu quelques questions, j'y ai répondu directement. Donc, là, je suis en train de finaliser une réponse. Donc, il n'y a pas de questions à ce stade-ci. Parfait. OK. Donc, je pense que c'est pas d'autres. Oui, vas-y, je te vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Julie, d'avoir animé ce webinaire-là. C'est le dernier, en fait, de nos webinaires dans le mode crise COVID-19. On fera d'autres webinaires dans les prochaines semaines qui vont davantage être orientés vers la transformation et comment, justement, on s'ajuste au nouveau normal. On va avoir un rythme, vous allez voir, là, qui va sortir peut-être plus à chaque semaine, davantage à la semaine, aux 3 semaines, excusez-moi. Et donc, surveillez là, vos réseaux sociaux. On va les annoncer bien à l'avance. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne